à tous, bienvenue sur cette table ronde sur la cybersécurité. Donc un sujet récurrent depuis Big. On l'adresse très régulièrement parce que c'est un sujet de fond. Je vais donc co-animer cette table ronde avec Yann Baudet, qui est le directeur général du campus cyber, et donc je suis Sébastien Montuscla, direction d'expertise innovation pour BPI France. Et on aura une présentation de nos panélistes au moment de leur première question. Donc la cyber, tout le monde est concerné par ce sujet cybersécurité. Tout le monde a été confronté au moins une fois à un mail. La grosse différence va se faire sur qu'est-ce qu'on va faire de ce mail. Est-ce qu'on va aller au bout du clic ou pas? Donc tout l'enjeu de la sensibilisation. Toutes les catégories sont impactées. Grandes entreprises, collectivités, PME et évidemment en tant que citoyen. Donc nous allons parler de la cyber au sens large, pas uniquement sur l'axe sécurité et système d'information, mais au-delà. Puisque l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse se challenger, se poser les bonnes questions sur son niveau de risque, sur son niveau de maturité. Donc quels risques, quelles conséquences, qu'est-ce que je dois faire pour mon entreprise si je suis entrepreneur, en tant que collaborateur ou pour mes collaborateurs, mais également aussi mes sous-traitants, l'ensemble de mes parties prenantes. La cybersécurité, c'est quelque chose qui s'appuie énormément sur les technologies, et notamment les dernières technologies. Donc ça, si on était que sur le côté défense, c'est bien parce qu'on capitalise, mais évidemment, il y a le côté attaque, et donc du coup, il y a un petit peu ce challenge continu qui anime ce secteur de la cybersécurité. On a évidemment tout ce qui est software, ça, tout le monde y pense, avec les codes, les données, vraiment présent dans le titre de la table ronde avec la protection des données. On a aussi tout ce qui est hardware, les composants jusqu'à la connectivité, un vrai sujet. Les fusions aussi de ces mondes, tout ce qui va être cyberphysique, parce qu'évidemment, il y a de la simultanéité ou alors l'un peut entraîner l'autre. Et également quelque chose qu'on voit se développer en termes de technologie ces dernières années, tout ce qui est SHS, les sciences humaines et sociales. Ça, c'est assez original, mais finalement, c'est tout à fait cohérent, puisqu'en fait, l'humain, il est quand même au cœur de tous ces sujets cyber. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première thématique, donc, qui est sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Donc, je me tourne vers Françoise Soulier. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour. Bonjour à tous. Merci Sébastien. Donc, je ne sais pas si ça marche. Ça va marcher. Ça marche très bien. Donc, je fais de l'IA depuis 1922, en gros. Donc, je suis conseiller scientifique au Hub France IA et je travaille avec le campus cyber, à cause de Yann, il faut le dire, pour animer un groupe de travail IA, donc qui travaille maintenant depuis trop. Moi, je pense que non. Approche ton micro. Donc, je travaille donc au campus cyber dans ce groupe de travail IA depuis presque 3 ans. L'idée étant de plus en plus que l'IA, ça peut être attaqué encore pire que les autres systèmes. Alors, du coup, voilà, ces technologies de l'IA, comment est-ce qu'elles impactent et elles transforment la cybersécurité? Alors, d'abord, je fais un petit pas en arrière et je dis l'IA, c'est quoi? Alors, l'IA, c'est essentiellement, pour commencer, 2 grandes familles. Une famille qu'on appelle l'IA symbolique. Vous avez peut-être entendu parler, si vous êtes suffisamment vieux, de systèmes experts, de règles et de choses comme ça. Et puis l'autre, qui est l'IA numérique, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui dans toutes les entreprises. Cette IA-là, 2 sortes à nouveau. Une IA prédictive. Ceci est un spam, ceci n'est pas un spam. Si tu hésites à cliquer, demande à l'IA. Et puis, par ailleurs, celle que vous connaissez depuis Noël 2021, l'IA générative. Alors, pourquoi est-ce que ça a à voir avec la cyber? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que l'IA, prédictive surtout d'ailleurs, va permettre de booster les systèmes de défense de la cyber. On a des systèmes en place. L'IA, ça peut avaler plein de données. D'ailleurs, j'aurais dû insister sur ce fait. C'est que toutes les IA qu'on utilise aujourd'hui, c'est des IA qui sont basées sur les données. Donc, la protection de la donnée est absolument fondamentale quand on parle de l'IA aujourd'hui. Donc, d'une part, je peux booster ma défense parce que l'IA peut avaler plein de données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans problème. Mais aussi, l'IA, ça peut être attaqué de nouvelles façons. On dit que l'IA, en fait, ouvre tout un tas de nouvelles surfaces d'attaque que, pour l'instant, disons-le, les méchants, les attaquants, n'arrivent pas trop à attaquer parce que ça demande des compétences que, pour l'instant, ils n'ont pas. Mais moi, je dis, attendez, ça va venir.
Alors du coup, parce que ça fait l'objet de débats animés et passionnés, il y a un vrai challenge sur la porosité entre les communautés, les échanges entre les communautés. Du coup, est-ce que les data scientists sont friendly avec les ingénieurs de la cybersécurité? Est-ce qu'ils échangent bien? Est-ce qu'ils se comprennent bien? Ou si on a encore des sujets de différence de monde? Pour répondre à ta question, je raconte une histoire. Donc, j'anime un groupe de travail au Hub Francia avec des banques et data scientists, et on travaille sur un document qui a été publié depuis sur les risques. Donc, ils me parlent le risque machin, risque bidule, risque truc, etc. On fait un catalogue de risques, et à la fin, je leur dis, c'est bizarre, vous ne me parlez pas de risque cyber. Et là, ils me répondent, ah ben non, ça, c'est les gens de la cyber qui s'en occupent, les risques cyber de l'IA. Je dis, OK. Donc, je parle le lendemain ou quelques jours après, séminaire organisé par la même banque, avec des gens de la cyber. Et je leur dis, très bien, ah, mais vous, alors, qu'est-ce que vous faites sur les risques IA? Ah, ils me disent, non, ça, c'est les data scientists qui s'en occupent. C'est exactement représentatif de la situation aujourd'hui, de communautés qui s'ignorent très largement, mais qui commencent à se rendre compte qu'ils ont intérêt à se parler. Donc, les 2 grandes conférences sur la cyber cette année s'appelaient IA et cyber. Donc, on n'y est pas, ça va venir, et ça doit venir. Et le plus tôt sera le mieux, en fait. Ok, donc c'est encore 2 mondes qui doivent se rencontrer pour mieux travailler ensemble. Je passe la parole maintenant avec Guillaume Poupin. Est-ce que tu peux te présenter Oui, Guillaume Poupard, moi je suis DGA chez Doca Post, qui est la filiale numérique du groupe La Poste. On a les mêmes couleurs que BPI. On partage ça en commun, et pas que ça, j'espère. Et auparavant, j'ai sévi pendant 9 ans à la tête de l'ANSSI, donc plutôt côté cyber. Et puis moi je fais de l'IA depuis 1 an, comme tout le monde. Mais en même temps, c'est passionnant, parce que c'est vrai que ça bouleverse quand même beaucoup de choses. Il faut bien dire ce qu'il y a, c'est pas juste un effet de mode, c'est un vrai bouleversement pour l'entreprise, mais également pour sa sécurité. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus en termes de protection, justement, côté entreprise, l'arrivée de ces technologies d'IA, est-ce que ça mérite une attention particulière et quelle serait-elle? En fait, en termes de sécurité pour l'entreprise, ça repose sous un jour nouveau des questions qu'on connaissait déjà bien avant. Déjà, la première chose, si au sein de l'entreprise, on n'a pas une démarche proactive pour apporter l'IA à ses collaborateurs, vous pouvez être certain qu'ils vont se mettre à l'utiliser dans votre dos. Le fameux Shadow IT qu'on connaît bien depuis toujours, en fait, parce que les gens, ils ont besoin de bosser, ils ont besoin d'utiliser ce qui leur permet d'aller plus vite, d'être plus efficace. Et bien, si l'entreprise n'est pas capable de le fournir, ils vont le chercher eux-mêmes, et pour le coup, dans des conditions de contrôle et de sécurité qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc si vous ne voulez pas, quelque part, que ChatGPT se développe un peu partout pour générer des choses sensibles, bon, ça peut se gérer, mais surtout pour absorber en amont toutes les données sensibles, là, il y a un vrai problème. Donc tout l'enjeu pour l'entreprise, c'est d'être capable d'intégrer ça, de proposer ses projets. Et c'est pas simple, parce que quand bien même on arriverait à le faire dans de bonnes conditions de sécurité, et à ce titre-là, on reste dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Il y a un très bon guide de l'ANSSI, voilà, je ne vais pas le paraphraser, et j'y suis pour rien parce que j'étais parti, mais il y a un très bon guide de l'ANSSI qui explique comment est-ce qu'on fait pour intégrer de l'IA. Et on reprend, finalement, quand on regarde, on reprend les trucs classiques de protection périmétrique, de domaine, tout ça, d'identification, tout s'y retrouve. Et l'idée, c'est bien d'intégrer ces nouveaux systèmes d'information de la manière la plus propre possible, en évitant ces fuites d'informations, soit par le Shadow IT, soit volontairement. Parce que finalement, si vous vous connectez trop rapidement sur les offres du commerce, eh ben, les données qui vont être injectées dans les prompts, dans les commandes, dans tout ça, et puis tous les documents en support vont partir chez des prestataires que vous connaissez sans les connaître. Et je ne leur fais pas un procès d'intention, mais vous pouvez être certain que toutes les données que vous leur envoyez, elles ne sont pas perdues pour tout le monde. C'est une évidence. C'est le modèle économique de beaucoup d'entre eux. Ils se nourrissent de ces données, ils se nourrissent des prompts, ils apprennent avec, probablement, mais ça va bien au-delà. Et puis on retrouve les sujets classiques liés à la sécurité. Très récemment, je disais ça, il y a une plateforme d'IA qui s'est fait attaquer, et c'est les prompts, les demandes des utilisateurs qui ont fuité. Alors c'est assez flippant, parce que quand on voit ce que les gens posent comme question à l'IA, on perd définitivement foi en la nature humaine. Mais enfin bon, ça c'est un détail. Mais enfin sachez que voilà, ces données qui partent, eh bien, vous les perdez quelque part, et ça peut être très grave potentiellement. Donc un sujet important, la gouvernance,
par le haut de l'entreprise, justement sur l'insertion de ces technologies d'IA, quel que soit le niveau de l'entreprise? C'est du cyber. Cyber, c'est de la gouvernance, c'est de la sensibilisation, c'est de la protection, c'est de la défense, et puis c'est le fait de se préparer au pire. Voilà, ça, vous allez retrouver ça dans tous les référentiels cyber, réglementaires ou pas. Et l'IA ne fait que reposer ces questions-là en des termes légèrement différents, modernisés, renouvelés, mais on reste quand même en terrain connu. Merci Guillaume. Véronique Turner, je me tourne vers vous. Donc vous êtes présidente Bonjour. de Numéum. Peut-être quelques mots sur cette structure? Oui, alors dans la vraie vie, je suis entrepreneur. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Alterway, qui est sur l'open source. Je le dis parce que je pense qu'il y a des corrélations entre open source, cybersécurité et IA. Mais c'est vrai que je suis depuis un an la présidente de Numéum. Donc Numéum, c'est le syndicat patronal, la première organisation des professionnels du numérique. C'est 2500 entreprises et qui représentent 85% du chiffre d'affaires du secteur. Donc sur ce retour d'expérience là du territoire, l'intégration de l'IA aujourd'hui dans les entreprises, on en est où? Est-ce que c'est une réalité, un peu les niveaux d'intégration? Alors, je vais vous donner le résultat d'une étude qui a été faite là, le 2 juillet. Vous savez que la Commission européenne est inscrite dans une trajectoire numérique. C'est la boussole numérique, la décennie numérique. Et vous savez que dans cette trajectoire, il y a un objectif que les entreprises européennes utilisent l'intelligence artificielle, qui est 75% de ces entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle à un horizon 2030. Et là, le 2 juillet, ils ont sorti un rapport qui fait un bilan pour les entreprises européennes et qui est un petit peu alarmant, puisque si on tire le trait, il y aurait uniquement en 2030 que 17% de ces entreprises qui utiliseraient l'IA. Donc on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas un taux encore fort de pénétration, même si on a le sentiment, depuis, tu l'as dit, Noël, c'est ça, 2021 Noël, ChatGPT est arrivé et a, je dirais, mis dans la main de tout le monde de l'intelligence artificielle générative. Donc on a un taux de pénétration qui n'est pas suffisant. Il y a eu un rapport Draghi qui est sorti là, à la rentrée, et qui a indiqué que l'Europe décrochait en termes de compétitivité économique par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Une des raisons à ça, c'est le manque de numérisation de notre économie. L'IA fait partie, en fait, de cette thématique de la numérisation de notre économie. Et si on veut que nos entreprises gagnent en compétitivité, si on veut que la France, l'Europe, soit un leader mondial, eh bien, il faut en fait qu'on accélère sur ces sujets. Donc, on a un projet avec le MEDEF, qui est justement en fait de faire un tour de France de l'IA qui va commencer fin octobre à l'île de la Réunion, qui va se dérouler dans une vingtaine de villes partout dans le territoire, pour aller sensibiliser les acteurs économiques aux bénéfices de l'IA. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de risques, et là on va en parler avec la cybersécurité, mais aussi il faut sensibiliser les acteurs économiques au fait que l'IA va apporter des bénéfices certains aux acteurs économiques en termes de compétitivité, de productivité, d'innovation. Et donc, c'est important d'aller les sensibiliser. Ce Tour de France, il va avoir pour mission de ce travail de sensibilisation, mais aussi de récolter concrètement des cas concrets d'usage dans les territoires auprès des entreprises sur l'IA. Donc là, vous êtes au stade BIC. Finalement, ça, c'est une tendance de fond sur la digitalisation, et on fait totalement notre cœur d'activité justement sur pousser les entreprises vers cette digitalisation, cette numérisation et l'utilisation des nouvelles technologies. En revanche, est-ce que les entreprises que vous accompagnez, est-ce que vous sensibilisez quand même à ces risques? Parce que là, on est quand même sur la partie cyber. Donc, est-ce que vous avez quand même cette dimension gestion de risques spécifiques? Éventuellement, quelle serait-elle dans ces accompagnements? Oui, bien évidemment. Nous avons une vingtaine de commissions chez Numéum. On en a deux. Il y en a une sur l'IA et une autre sur la cybersécurité. Un peu comme ce que disait Françoise, on essaye de faire converger ces commissions pour qu'elles travaillent mieux ensemble. Mais c'est vrai que historiquement, chacun est un peu dans son couloir de nage. Clairement, on a sorti, là, sur le premier semestre, un livre blanc sur la cybersécurité et l'IA. Puis je vais vous donner un petit chiffre parce que je le lisais ce matin. Sur LinkedIn, on a un de nos adhérents qui s'appelle Webstone et qui produit un radar des solutions en fait technologiques cybersécurité et IA. Et ce matin, en fait, ils ont sorti le radar V2. Il y a 88 solutions aujourd'hui qui concernent la cybersécurité et l'IA. C'est plus 40% par rapport à la V1 qui est sortie il y a quelques mois.
Et si on doit regarder un peu dans ces solutions, l'accélération, elle se fait beaucoup sur les solutions autour des deepfakes, parce que c'est un vrai aujourd'hui problème, ces arnaques à l'intelligence artificielle générative. L'arnaque au président, voilà. Alors, ça, on n'est pas, L'arnaque au président, tout à fait. on n'est pas centré sur la SSI pour les puristes, mais ça fait quand même partie et ça doit être pris en compte et c'est pour ça qu'on l'aborde totalement. Peut-être juste un point en fait, c'est dire que l'IA, c'est vraiment la dimension, puisqu'on est sur cette thématique du big là, qui est le progrès. J'en parlerai tout à l'heure sur la scène du Bang, cette vision du progrès avec le numérique responsable. Et l'IA, en fait, on doit développer une IA qui est responsable. Et il y a cette dimension potion-poison chez l'IA, à la fois, en fait, par rapport à la cybersécurité, je m'entends, à la fois, comme l'a dit Françoise, l'IA va permettre de booster, renforcer, en fait, finalement, la sécurité. Si je prends par exemple les spams, ça permet de mieux filtrer en fait des problèmes, notamment des opérations de phishing. Et à la fois, la dimension poison, eh bien, c'est vrai que l'IA offre des solutions aux hackers qui sont de plus en plus sophistiquées et qui permettent en fait de faire des arnaques qui sont de plus en plus sophistiquées, qui sont difficilement détectables. Notamment, on en parle de l'arnaque au président. Vous avez face à vous votre président de votre entreprise, c'est son visage, c'est sa voix, et il vous demande de faire des opérations qui sont 20 millions à Hong Kong. Voilà. Donc on reviendra sur... évidemment, ça apporte beaucoup d'automatisation sur ces risques. Il y a énormément d'entreprises et de startups qui se positionnent aussi côté offre de solutions françaises, puisqu'on est quand même là aussi pour pousser ces acteurs. Je me tourne maintenant vers Michel. Est-ce que tu peux te présenter, Michel ? Oui, rapidement. Donc, je suis Michel Vandenberg, je suis le président du Campus Cyber. Le Campus Cyber, c'est une tour de 26 000 m² à Défense qui rassemble l'écosystème de la cybersécurité. Donc, on va retrouver des très grands groupes de cybersécurité, l'État, l'ANSSI, le ministère de l'Intérieur, mais aussi des écoles, des startups. C'est à peu près plus de 1000 experts en cybersécurité qui viennent travailler au sein de leur entreprise tous les jours au Campus Cyber. Et précédemment, j'avais fondé un acteur en cybersécurité qui s'appelait Orange Cyberdéfense, qui était la filiale donc, de l'opérateur sur la cybersécurité, qui doit faire à peu près aujourd'hui 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc une belle réussite française et européenne. Alors, donc sur le campus, évidemment, vous êtes au fait des dernières technologies et donc vous travaillez sur l'IA. Peut-être partager quelques retours d'expérience, notamment avec quelque chose qui vous est spécifique, qui est cette notion de commun. Oui, alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une communauté dans l'IT qui est toujours prompte à s'emballer, à prendre très très vite les sujets de rupture technologique. Donc on l'a vu, il y a eu Internet, après il y a le client-serveur, le cloud computing, le big data, la blockchain, le quantique, etc. À chaque fois, on s'emballe, on va très vite. Parfois, ce n'est pas forcément des technologies de rupture, parfois ça ne fonctionne pas. Là, je pense que sur l'IA, ce sera un peu comme Internet. Je pense que ça va être une technologie de rupture qui va bouleverser les gens, qui va bouleverser notre économie, qui va changer beaucoup de choses et qu'il faut quand même qu'on la prenne très au sérieux. Mais à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que l'histoire se répète, c'est que la cybersécurité arrive toujours après. Voilà, je pense que Guillaume peut être d'accord avec moi. À chaque fois, on vient en mode pour pouvoir mettre des pansements. Une fois que c'est démarré, c'est comme si on expliquait à quelqu'un qui part faire une course en moto. Au fait, tu as oublié de mettre un casque, quoi. Ouais, je pense que donc il faut qu'on arrive quand même à faire ce que, comme disait François, ces deux mondes se parlent et qu'on fasse de l'IA by design, secure by design, pour que effectivement, plutôt que de réparer après avoir eu des risques qui soient apparus, de les anticiper et de faire à ce qu'on puisse avoir une IA qui soit une IA de progrès qui serve à tout le monde et qui ne se retourne pas contre nous, parce que ça peut arriver. Le deuxième point, c'est effectivement, aujourd'hui, on voit dans le domaine de la cybersécurité, si vous n'avez pas de l'IA dans votre technologie, c'est ringard. Et tout le monde met de l'IA. Voilà. Moi, j'ai même vu une boîte qui disait, nous, grâce à l'IA, on détecte des malware qui n'existe pas encore. Je ne sais pas comment ils font, mais en tous les cas, on voit que, voilà, comme disait Guillaume, les gens sont très, très fertiles en imagination par rapport à ce qu'on peut faire dans l'IA. Et voilà. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire au campus, c'est d'avoir des communs pour justement faire à ce que les gens puissent s'informer. On a un wiki qui est disponible et on a créé des livrables sur lesquels vous pouvez avoir les travaux qui ont été menés par le campus cyber sur ces technologies de l'IA. C'est quoi l'IA? Comment on sécurise une IA? C'est quoi les risques liés à l'IA, etc., etc. Donc on a parlé des deepfakes, etc., etc. Mais il y a plein d'autres sujets. Je discutais par exemple avec un grand acteur aujourd'hui qui commence à avancer fortement dans les techniques de jumeaux numériques. Donc, le principe du jumeau numérique, c'est on prend un objet physique sur lequel on a besoin de pouvoir faire des modifications un peu sensibles. On met tout ça dans le cloud, on le travaille, et ensuite on dit, bah, tiens, maintenant qu'on a vu les modifications, qu'est-ce que ça pouvait donner de façon numérique, on les envoie directement sur... là, c'était pour des fours qui fabriquent du verre.
Imaginez bien que s'il y a quelqu'un qui vient empoisonner l'IA au moment où vous allez dire au four de changer sa température, etc., ça peut créer des vrais problèmes. Et là encore, tout a été mis en place et personne n'a pensé qu'à un moment, il pouvait y avoir des problématiques de cybersécurité. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ce sujet. Voilà, donc c'est un sujet qu'on prend en main. Vous pouvez aller sur le wiki pour pouvoir récupérer ce qu'on a déjà fait. Et puis, voilà, pour rapprocher cette communauté, on a décidé avec le Campus Cyber, avec d'autres acteurs, de créer un événement dédié à la cybersécurité à l'IA qui s'appelle CyberIA, qui aura lieu le 4 février au Palais des Congrès. Ce sera en prélude du sommet sur l'action sur l'IA qui est organisé par l'Élysée. On est en train de travailler pour se faire labelliser par l'Élysée justement sur ce sujet-là. Donc on vous y attend pour justement créer des ponts, des passerelles entre les acteurs de l'IA et les acteurs de la cybersécurité. Merci Michel. Merci. Donc on a vu, on a parlé là de l'IA. Un autre grand défi de notre époque, notre écosystème, c'est le sujet des PME, du passage à l'échelle et de rendre la cybersécurité accessible à un plus grand nombre. Et pour ça, je me retourne vers toi, Guillaume. On en est où de la menace vis-à-vis des PME? Est-ce qu'on arrive à protéger ces PME? Donc la menace, malheureusement, les choses sont claires aujourd'hui. Tout le monde est une cible, voilà. Notamment vis-à-vis de la cybercriminalité, comme on dit, du crime organisé qui s'est emparé du monde numérique, qui gagne beaucoup d'argent avec. Donc on n'est pas prêt de s'en débarrasser, hein, faut bien avoir conscience. Et ben en fait, ils tapent là où ça rapporte le plus pour un effort minimal et pour des risques minimaux. Donc ça peut être, ils peuvent viser des grands acteurs, on l'a vu faire. De plus en plus, ils visent surtout des petits acteurs. Parce que voilà, quand vous attaquez des PME, c'est plus facile technologiquement, techniquement. Ça rapporte peut-être moins sur le coup, mais enfin, il y a une massification quelque part de l'attaque qui, à la fin, fait quand même de très grosses sommes. Et puis peut-être que ça permet également d'être un peu plus discret vis-à-vis des autorités qui ne peuvent pas courir après tous les groupes de cybercriminels, malheureusement, et qui vont se concentrer sur les plus pénibles, ceux qui vont porter atteinte à des questions de sécurité nationale en pratique. Donc aujourd'hui, voilà, les PME sont des cibles. Et le gros problème, c'est que autant on peut dire à de grands acteurs, structurez-vous, organisez-vous, autant on peut même l'imposer, on reparlera de réglementation, mais pour des PME, on va pas faire une loi qui dit aux PME, on vous impose de vous sécuriser, comme on l'a fait pour les grands acteurs il y a 10 ans. Ça n'a pas de sens. Et donc aujourd'hui, vraiment, le très gros enjeu, c'est d'être capable de proposer de la sécurité aux petits acteurs, dans le privé, évidemment, PME, ETI, voire TPE, évidemment, hein, tout le monde vraiment peut être ciblé. Dans le secteur public également, les collectivités locales aujourd'hui sont très ciblées. Dans le secteur de la santé, qui est un secteur un peu particulier, parfois à la limite entre les deux. Voilà, je ne vous rappelle pas, mais enfin, vous avez vu ce qui s'est passé, notamment en plein Covid, avec des hôpitaux qui tombaient les uns après les autres à cause d'attaques informatiques, parce qu'ils pensaient ne pas être des cibles. Ben, voilà. Malheureusement, on a la démonstration, par exemple, que ce n'est pas vrai. Tout le monde peut être une cible dans le cyber. Et donc, il faut à tout prix être capable de proposer des solutions. Et alors, si je peux me permettre, c'est exactement ce qu'on essaye de faire aujourd'hui chez DocaPost et en lien avec BPI. Donc, vous voyez, le monde est bien fait. Avec l'idée non pas de chercher à transformer les PME en experts cyber. C'est voué à l'échec. Voilà. Moi, je trouve ça triste qu'on ne puisse pas transformer tout le monde en expert cyber, mais le monde serait invivable d'une part, et puis d'autre part, beaucoup de gens, voilà, ils ont envie de faire leur métier fondamentalement, ils ont envie de le faire en sécurité, et pas devenir pour autant des experts de la sécurité. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre la meilleure technologie disponible. Et aujourd'hui, il y en a plein. Au campus cyber, il y en a plein. On a un écosystème qui est hyper dynamique. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai, on a de vraies solutions, notamment en France, pour faire de la cybersécurité. Et nous, notre rôle, c'est d'aller chercher ces technos qu'on connaît bien, de les assembler, de les packager et de les cacher aux yeux de ceux qui veulent juste consommer de la sécurité. Donc voilà, je m'abonne, je clique, j'installe le truc, j'en entends plus parler, je suis protégé et je peux faire mon métier. C'est ça vraiment l'enjeu, c'est d'apporter la sécurité en toute simplicité, en toute efficacité pour les petits acteurs dont ce n'est pas le métier fondamentalement. Bel enjeu. Tu as parlé, on a parlé un petit peu de réglementation. On parle beaucoup en ce moment de NIS 2, du Cyber Resilience Act. Est-ce que tu peux nous indiquer un peu ce qu'il y a derrière? C'est quoi la philosophie? Est-ce que ça va aider justement à mieux protéger ces plus petits acteurs? L'idée qui est derrière, alors tout ça, ça a commencé il y a 10 ans, hein, avec les opérateurs d'importance vitale, donc les plus gros opérateurs, les plus critiques pour la sécurité nationale. Donc on commence, c'est logique de commencer par ces acteurs-là, où en fait la France a été le premier pays au monde à utiliser la voie réglementaire pour imposer la sécurité. Alors ça va vous faire sourire évidemment avec la France championne du monde de la réglementation. Moi, pour avoir vécu le truc,
et avoir beaucoup échangé avec ces acteurs-là, j'ai vraiment acquis la conviction que si on utilisait bien ce vecteur réglementaire, en fait, ça devenait un catalyseur, ça devenait une voie de communication, d'échange, de coopération entre les entités publiques, les entités régulées, leur écosystème. Et donc, quelque part, l'idée, c'est bien de faire remonter un sujet qui nous semble extrêmement grave et important pour les entreprises, mais pour tout le monde, pour la nation, de manière générale, le faire remonter sur la pile des priorités, le mettre notamment, et on va reparler de gouvernance, comme le disait Sébastien, mettre ça sur la table des décideurs. La cyber, ce n'est pas le problème des experts techniques au fond de la soute. C'est un peu leur problème, mais pas que. Si c'est que leur problème, ça ne fonctionne pas. Et donc l'idée de la réglementation, c'est de faire remonter le sujet, comme pour d'autres sujets réglementaires, notamment les sujets de risque, pour que les décideurs, au niveau des COMEX, au niveau des conseils d'administration, même s'ils ne sont pas experts, finalement il y a un parallèle avec les petits, se sentent concernés par le sujet, parce que c'est leur problème. Protéger son entreprise face au risque cyber, ce n'est pas le problème du RSSI. Le RSSI, c'est un moyen, c'est un effecteur. Celui qui doit être responsable de la sécurité de l'entreprise, c'est le chef, tout en haut. Et le conseil d'administration, ouais, c'est toute la gouvernance qui va se sentir responsable. Et ça, la réglementation fonctionne. On l'a testé très tôt en France, l'Allemagne nous a suivis, l'Europe a suivi. Le monde entier suit, en fait, non pas par passion pour la réglementation, d'autres ont moins cette passion que nous, mais parce que c'est efficace, à condition d'être utilisé, non pas pour mettre une pierre de plus dans le sac à dos des entrepreneurs, ça c'est complètement absurde, mais bien pour les aider à faire les bons choix collectivement pour se sécuriser. Ok, très clair. Maintenant, je me retourne vers toi, Véronique. Tu représentes via Numéum l'écosystème numérique au sens large. Quelle est ta vision par rapport à... Est-ce que les PME sont prêtes vis-à-vis de NIS2 ? Comment elles peuvent s'appuyer sur... notamment, je sais que les régions, pour toi, est quelque chose d'extrêmement important. Sur quels acteurs vont-ils pouvoir s'appuyer pour se préparer à cet enjeu ? Alors peut-être juste pour compléter ce que tu disais, en fait, Guillaume, sur la réglementation, je pense que c'est important le virage qu'on a pris, que la réglementation soit au niveau européen et que ce ne soit pas au niveau de la France, ce qui aurait un problème, je pense, pour nos entreprises d'être seules à devoir se mettre en conformité et avoir le marché européen qui ne suive pas. Donc je pense que le mouvement qui a été fait ces dernières années, même si je pense qu'il y a eu beaucoup de réglementations et que c'est difficile pour les entreprises aujourd'hui de digérer, parce qu'on parle de NIS2, on parle de CRA, mais on parle de Data Act, de IA Act, et ce qui fait que pour un moment donné, pour les entreprises, la digestion de toute cette réglementation et cette mise en conformité, elle devient difficile. Néanmoins, elle est importante parce qu'elle crée un marché unique et elle permet à un moment donné à nos entreprises de jouer sur le marché européen et pas sur un marché français, ce qui nous permet de pouvoir jouer, on va dire, à armes égales avec des marchés comme les États-Unis ou la Chine. Donc ça, c'est un point. Après, est-ce que les entreprises sont prêtes ? Non, elles ne sont pas prêtes, notamment les toutes petites. Et c'est vrai que NIS 2, on est passé d'un NIS 1 qui concernait, je pense, 300 à peu près entreprises, à un NIS 2 qui est plutôt entre 10 et 15 000, dont une grande majorité de PME. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ne sont pas prêtes parce qu'elles ont d'abord... Ce que je viens de dire, c'est qu'elles doivent, je dirais, se mettre en conformité d'un grand nombre de sujets de réglementation. Donc c'est difficile, c'est du temps, c'est de l'argent. Sur l'IA Act, je n'ai pas le chiffre sur NIS 2, mais sur l'IA Act, on a mesuré que pour une entreprise, une PME, ça lui coûtait en fait 300 000 €. Pour une entreprise qui fait à peu près 50 000. C'est une enquête effectivement qu'on a fait au niveau européen. Exactement. Fait, oui. Donc en fait, pour vous dire que l'impact de la réglementation, elle a un coût pour les petites entreprises. Mais je rejoins totalement Guillaume, c'est indispensable et c'est vrai que ça doit être pris au plus haut niveau de l'entreprise, son conseil d'administration, sur le chef d'entreprise. Pour savoir pour les entreprises, là aujourd'hui sur NIS 2, qui est concerné, l'ANSSI a fait un site qui s'appelle Mon Espace NIS 2. Vous vous connectez, vous rentrez un certain nombre de critères et vous allez voir si vous êtes éligible ou pas à cette mise en conformité. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui est important. Il ne faut pas le voir uniquement sur la contrainte, mais il faut le voir comme une opportunité à un moment donné de se saisir du sujet de la cybersécurité. Et puisque tu m'interrogeais sur les régions, c'est un point important. Numéum, on s'est donné 3 grandes priorités pour mon mandat. Les régions, parce que 90% des décisions se passent dans les territoires, parce qu'il faut se connecter au plus proche en fait, des acteurs économiques partout dans les territoires. Les compétences, c'est un sujet aussi de la cybersécurité. On manque de compétences partout dans le numérique, mais aussi sur la cybersécurité et le numérique responsable. Alors sur les territoires, c'est un peu disparate. Vous avez une initiative qui est quand même présente, je pense, sur 13 territoires qui sont les CSIRT,
qui sont des centres d'assistance pour les entreprises. Quand elles rencontrent un problème sur de la cybersécurité, elles peuvent s'adresser à ce centre qui va les aiguiller sur des premiers bons réflexes, qui sont ceux d'ailleurs de l'ENSI, qui peuvent être celui de cybermalveillance.gouv.fr, et puis qui peuvent derrière soit diriger vers une organisation étatique, soit sur des offreurs des territoires. Je crois que vous en avez 13 un peu partout. Je vais donner par exemple en Pays de la Loire, ça s'appelle Cyberassistance. En Occitanie, ça s'appelle CyberOg. Donc vous avez ces centres un peu partout. Il y a des campus cyber aussi. Je crois qu'il y en a 3 existants en dehors du national, bientôt un 4e à Marseille. Bref, les territoires agissent aujourd'hui. C'est un sujet qui est hot topic pour les régions. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas forcément très homogène. Voilà. Okay. Alors maintenant, je me retourne vers toi, Michel. On parle à l'instant justement des campus cyber territoriaux. Est-ce que tu peux nous faire un peu un point sur où on en est sur ces campus cyber territoriaux et puis voilà, et ensuite parler peut-être de qu'est-ce qu'on fait côté campus vis-à-vis des PME. Alors effectivement, dès le début du projet, on a voulu que le projet du campus cyber soit un projet national et qui couvre les territoires parce qu'effectivement, les cyberattaques ne tapent pas qu'à Paris et on le voit aujourd'hui que comme effectivement personne n'est une cible puisque c'est des grandes campagnes d'hameçonnage qui se passent, effectivement c'est parfois des secteurs d'activité qui sont touchés ou des régions qui sont touchées et on a besoin de développer de l'expertise là-bas, on a besoin de trouver des talents là-bas au plus proche des entreprises puisque effectivement c'est bien d'avoir un 17 cyber qu'on appelle s'il y a un problème, mais imaginez qu'il y a une grande pandémie et qu'il y a 70 entreprises qui appellent au moment le 17 cyber, je pense que ça peut être assez rigolo de voir la réactivité qu'on peut apporter. Donc effectivement on a déjà 5 campus cyber qui sont territoriaux, qui sont opérationnels. On a les Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Normandie et la région Île-de-France. Pour oublier que le campus national, c'est aussi le campus de la région Île-de-France. La semaine prochaine, je vais effectivement à Marseille inaugurer le campus de la région Sud. Et en Occitanie, donc à Toulouse avec Carole Delga, on va inaugurer ça dans les jours qui viennent. Voilà, donc ça prend. C'est parfois un peu compliqué parce que ce qu'on a voulu aussi, c'est laisser le choix aux régions de monter leur structure comme elles avaient envie et pas forcément de copier ce qu'on a fait au campus avec une SAS. Donc il y a des campus qui sont très soutenus par les régions, des campus qui sont plus privés comme celui de la région Sud qui va s'ouvrir. Voilà, donc ça fonctionne bien. On fait des petits déjeuners virtuels avec l'ensemble des campus pour justement créer ce maillage. Et effectivement, on commence à voir que ça fonctionne, qu'on attire des jeunes, qu'on peut montrer un peu ce que sont nos métiers, parce que le vrai problème qu'on a dans la cybersécurité, c'est un vrai problème d'attractivité. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeune qui fait des études numériques qui se dit plus tard je vais faire cybersécurité. Voilà. Donc il faut qu'on change ça, il faut qu'on attire les femmes, il faut qu'on change tout ça. Et c'est en étant présent dans les territoires qu'on y arrivera. Donc, vraiment l'esprit du campus a appelé d'être plus fort ensemble partout sur le territoire. Et vis-à-vis des PME, est-ce que tu peux mettre en avant par exemple les initiatives qu'on porte avec Cybia ? Oui, effectivement. Donc voilà, la première chose qu'on a faite, c'est de trouver comment on peut bénéficier de l'expertise globale qui est au campus cyber pour la mettre à disposition des entreprises. Et effectivement, on a vu que ceux qui étaient le plus démunis, c'était les PME. Et quand on parle de 300 000 euros, moi je suis un entrepreneur, voilà, j'ai 300 000 euros. Parfois, c'est les bidas d'une petite entreprise. Donc jamais ils le feront. Voilà. Donc il faut qu'on trouve des solutions simples à mettre en place, peu cher, etc., etc. Donc on a créé avec la région Île-de-France un projet qui s'appelle Cybia, où on est capable de pouvoir diagnostiquer gratuitement les risques des petites entreprises par rapport à leur activité. Et ça, c'est fait sous forme d'un diagnostic qui est gratuit et qui est financé par la région Île-de-France. Et on va plus loin, c'est-à-dire que quand ils décident d'aller s'équiper, on finance 50% de l'équipement qui va être mis en place pour ces petites entreprises. Ça marche. Pas assez parce qu'on le sait pas assez. Voilà, donc on va marteler un peu ce discours-là. On a d'autres initiatives. On avait travaillé avec BPI justement pour comment on peut aider à sécuriser toutes les entreprises qui bénéficient de subventions pour BPI, projet qu'on fait d'ailleurs avec Docapost. Voilà, donc on essaie justement de mettre à disposition tous ces talents communs au service des petites entreprises qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas les moyens de faire appel aux grands prestataires aujourd'hui de la cybersécurité. Initiative Cybia, Ouais. donc ça c'est Île-de-France. Oui. Pour toutes les autres entreprises donc, sur le territoire national, c'est le dispositif qui s'appelle Cyber PME. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet et vous aurez donc la première phase elle est active sur le diagnostic et là on est en train de finaliser la seconde phase sur l'aide au déploiement que parlait Michel. Donc effectivement, Cyber PME, Cybia, Cybia, on a ces Cyber IA Hub.
Françoise, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a mis IA dans ce consortium? Donc, CIBIA, en fait, c'est ce qu'on appelle un EDIH au sens européen du terme, un European Digital Innovation Hub. C'est financé par la Commission européenne et par la région Île-de-France. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des choses gratuites. 50% plus 50%, ça fait 100%. Voilà. Mais seulement pour les entreprises Île-de-France. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis IA dedans? À l'époque, quand on a écrit cette proposition, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on voyait déjà que l'IA allait de plus en plus jouer un rôle. Donc, on a dit, on y va, on rajoute de l'IA là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, sur le terrain? On se rend compte que de plus en plus, on a des demandes d'entreprises qui viennent pour des diagnostics. Et quand c'est une société qui a de la cyber et de l'IA, et il y en a de plus en plus, au Hub France IA, on a 120, 130 startups. Donc, de plus en plus de ces startups, en fait, ont des produits cyber plus IA. Et là, ils ont des questions très spécifiques qu'on commence à essayer d'adresser dans CIBIA. On n'a pas encore toutes les réponses, loin de là. Mais le pari qu'on a fait il y a 3 ans, je pense qu'on a gagné sur ce pari-là. Maintenant, on est au pied du mur et il faut qu'on soit capable d'aider, en fait, les entreprises. Alors, les PME, on ne l'a pas dit jusqu'ici, mais une PME qui est attaquée par une attaque cyber, elle dépose le bilan dans 1 cas sur 2 ou 2 cas sur 3. Ça se discute, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Il faut faire attention à ces chiffres quand même. Voilà, il faut faire attention à ces chiffres. Mais, en moyenne, c'est 160 000 euros en tout cas qui sont déclarés aux assurances. Et donc 160 000 euros pour beaucoup de PME, ça peut apporter au bilan. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, au GT Cyber IA qu'on a au campus, il y a une entreprise qui me demande, qui me pose la question suivante. Moi, j'ai un pare-feu, ok. Je lui dis, ok, tu y vas, de cyber, quoi. Ah oui, mais dans mon pare-feu, il y a une brique IA. Comment est-ce que je mets en place des protections spécifiques pour des produits qui sont un mix des deux? Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de commencer à adresser le problème. C'est des problèmes qui sont spécifiques et complexes. La défense aujourd'hui des produits IA, on va dire, c'est une défense cyber classique. J'applique les techniques habituelles, que l'ANSSI d'ailleurs décrit très bien dans le document dont tu parlais, Guillaume. Mais on se rend compte que l'IA elle-même est capable de développer des défenses. Par exemple, une entreprise qui est attaquée sur ce qu'on appelle le data poisoning, c'est-à-dire j'empoisonne les données utilisées par l'IA, eh bien, on peut entraîner l'IA à être résistante à ça. Donc, c'est des nouvelles techniques qu'il va falloir mettre en place. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut absolument que les deux communautés se causent. Parce que quelqu'un de la cyber ne va pas automatiquement se dire « Tiens, je pourrais entraîner l'IA à faire ça ». Donc, il faut que ça arrive, ça. Et on n'y est pas encore, quoi. Donc, CIBIA, on a toute une tâche dans CIBIA qui consiste à mettre en place des consortiums spécialisés pour adresser des nouveaux sujets. Ça, c'en est un. Beau challenge. Michel, tu voulais... Et on apprend en marchant aussi, parce qu'effectivement, on a beaucoup approché les petites entreprises en disant on va vous apprendre à vous défendre contre la cybersécurité, contre les malwares, etc., etc. Ils ont dit mais on ne veut pas, nous. Quand on leur dit il faut mettre un firewall, un EDR, un XDR, rajouter tout ça avec de l'IA, ils te disent mais nous, ce qu'on veut, c'est si on se fait attaquer, être capable de préserver une entreprise et de pouvoir redémarrer. Voilà. Et je pense qu'il y a un vrai sujet sur lequel on ne parle pas assez de la cybersécurité, c'est la résilience. Et il faut qu'on rende nos entreprises, petites comme grandes, résilientes, c'est-à-dire capables de pouvoir, en cas de problème, et tout le monde se fera taper un jour, être capable de pouvoir redémarrer et que les activités sensibles de l'entreprise ne soient pas touchées. Et ça, on le voit, les petits chefs d'entreprise nous disent qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous pour m'assurer que, effectivement, un jour, je cliquerai sur le mauvais lien, un jour, je me ferai complètement cryptoloquer toute mon entreprise. Comment je peux faire, par exemple, pour que ma sauvegarde ne soit jamais touchée et que je puisse au moins redémarrer avec ça. Et ce qu'on voit, c'est que maintenant, au niveau des grandes entreprises, on a le même sujet. Les grands patrons, comme dont parlait tout à l'heure Guillaume, nous disent, nous, on a ras-le-bol de mettre du fric dans la cybersécurité parce que c'est un trou sans fin. Et malgré tout l'argent qu'on met, à chaque fois à la fin, on nous dit « Ah ouais, mais t'as pas la dernière version de ceci, t'as pas l'IA, t'as pas ceci, t'as pas cela. » Et ils sont en train de réfléchir comme les petites boîtes en disant « Ok, nous, ras-le-bol, être la première entreprise à avoir détecté le dernier virus, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est être résilient. » Et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut passer, c'est de dire détecter, c'est comme dans la vie, quoi. Détecter qu'on est malade, c'est vachement bien. Être sûr qu'on va guérir, c'est quand même mieux. Très clair.
Donc on retient voilà, cette importance de résilience. Cybia, je vous invite, si vous êtes des PME, à aller sur le site Cybia, cybiah.eu, diagnostic et accompagnement gratuit. Il faut en profiter. Et voilà. Maintenant, peut-être juste en quelques mots, Françoise, tu as participé au niveau de la Commission européenne sur les sujets d'IA Act, notamment. Et c'est quoi un peu ta vision d'articulation, justement? On a parlé de Nice 2, Cyber Résilience Oui. Act, IA Act. Voilà, comment tu peux En articuler fait, ça? la question de la réglementation, donc NIS 2 et CRA, Cyber Resilience Act, se pose effectivement, mais il y a une couche supplémentaire avec l'arrivée de l'EAI Act, donc l'EAI Act qui a été accouché dans la douleur, on va dire, et qui va être activé dans à peu près 2 ans. Les entreprises vont devoir faire face à ces 3 régulations. Je ne mets pas DORA en plus au cas où, mais enfin bon. Et le problème, c'est que ces trois réglementations, d'une façon ou d'une autre, elles doivent s'articuler. Je reprends le cas de la personne qui me parlait de son firewall avec de l'IA dedans. Elle va être, en fait, tributaire de tout ça. Donc aujourd'hui, on a encore tout un travail à faire sur ça, et dans Cybia, on va travailler pour en fait produire des capsules de formation, d'information, pour sensibiliser les entreprises à NIS 2, au CRA et également à l'EAI Act, pour qu'en fait elles se préparent à ce qui va se passer, qui va arriver évidemment. Ok. Alors on va passer à la 3e séquence de la table ronde. On va essayer de parler un peu plus de tendances, de futur. Et là, je m'oriente vers toi, Guillaume. Pour toi, voilà, quelles sont un peu les technologies ou les tendances que tu vois et qui vont jouer énormément pour notre écosystème, qui vont avoir un impact dans notre écosystème et qui peuvent aider pour la cybersécurité? Alors, aider ou menacer, c'est toujours un peu les deux, parfois les deux en même temps d'ailleurs. On parle beaucoup du quantique, donc je me dois de le citer. Le quantique, c'est très rigolo. L'ordinateur quantique, il a été inventé pour casser la crypto. Il servira à autre chose, je l'espère. Mais enfin, tous les fonds qui ont été mis historiquement, notamment du côté américain, par les services, la DARPA et tout ça, c'est pour transformer en réalité le fait qu'il y a, bizarrement, une bonne partie de la crypto moderne est très vulnérable à l'ordinateur quantique, là où elle l'est beaucoup moins à l'ordinateur classique. Donc pour les gens de la sécurité, l'ordinateur quantique, c'est une menace. Pour les autres, c'est pas l'usage de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Par contre, on connaît les solutions, il faut faire des algorithmes post-quantiques, c'est largement en route, les spécialistes sont sur le coup. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est simplement un changement de standard, mais je mets des guillemets à simplement, parce qu'on sait que changer les standards, c'est super dur. Donc ça, c'est un des enjeux, si on regarde un peu plus loin. Mais après, si on revient plus près de nous, je vais rester très cohérent avec ce qui vient d'être dit. Enfin, c'est l'IA qui transforme les choses. Et à tous les niveaux, à des niveaux très basiques comme à des niveaux beaucoup plus avancés. On sait que l'IA, ça aide les développeurs. Les attaquants informatiques, c'est avant tout des développeurs. Donc on voit aujourd'hui du code informatique qui est généré par de l'IA, qui est commenté par de l'IA, même parfois. C'est assez rigolo. En français. On n'est pas à l'abri, c'est plutôt bien fait d'ailleurs. Donc, mais c'est normal parce que c'est du code presque comme un autre. Donc tout ce qui est développement de malware, tout ce qui est automatisation, on l'a vu quand on était à l'ANSSI ensemble, on a vu à un moment un peu comme si on n'avait plus des dizaines d'attaquants en face, mais des centaines de milliers. En fait, ils étaient passés à de l'automatisation. J'ose pas parler d'IA, mais voilà, il y a une sorte d'amplification qui peut être faite. La recherche de vulnérabilité, ça aide bien l'IA évidemment, et on n'est qu'au début de l'aventure. Donc voilà, on a plein de domaines comme ça où, pour les cyberattaquants, c'est du bonheur, très certainement. Tout ce qu'il y a autour, parce que là, c'est vrai que là, je suis sur la cyber orthodoxe, mais en termes de manipulation de l'information, forcément, quand vous commencez à mettre de l'IA, et c'est pas forcément très dur, dans des bots sur les réseaux sociaux, vous amplifiez énormément tout ce qui est manipulation, à tel point aujourd'hui que les humains vont se retrouver complètement dilués parmi les bots sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est le sens de l'histoire, malheureusement, qui deviennent très très durs à détecter. En tout cas, pour les humains, c'est impossible aujourd'hui. C'est vraiment par des moyens beaucoup plus globaux qu'on arrive à détecter. Donc ça, c'est un autre problème probablement. Mais en même temps, il ne faut pas se faire peur. Michel mentionnait le sommet sur l'IA qu'on est en train de préparer pour le mois de février. C'est un sommet mondial qui fait suite à des sommets lancés par les Britanniques, puis repris par la Corée du Sud, qui étaient très orientés justement sur ces risques.
jusqu'à des risques existentiels. Hein. Certains se disent que l'IA peut potentiellement détruire l'humanité demain. Bon, ça j'en sais rien, je ne souhaite pas évidemment, en tout cas ça s'anticipe. Mais le message qu'on veut passer en France, c'est évidemment il y a des risques, il faut les comprendre, il faut les identifier, les caractériser. Et il faut y faire face. Et on sait faire face à ces risques. Et parfois d'ailleurs, les mêmes outils permettent de faire face. L'IA, c'est un outil magique pour les défenseurs. Et donc si on retrouve de l'IA aujourd'hui dans beaucoup d'outils, c'est assez naturel quelque part. Et le cas d'usage le plus évident, mais de longue date, parce que c'est de la vieille IA, c'est de l'IA algorithmique dont parlait Françoise, mais qui fait des merveilles, c'est dans la détection. La détection, c'est quoi? C'est vous prenez une quantité incroyable de données, de métadonnées, de tout ce qui traîne sur les réseaux et tout ça, et là-dedans, on vous dit, mais est-ce qu'il se passe quelque chose d'anormal? Bon, ben, les humains, ils y arrivent, pas, parce qu'il y a trop de volume, c'est trop hétérogène, c'est trop difficile d'accès. Il y a des outils qui ont été construits progressivement pour le faire de mieux en mieux, mais ça, c'est du pain béni pour de l'IA. Et on n'est pas au bout de l'aventure. On va continuer à développer de très beaux systèmes. Donc voilà, retenez ça. C'est des risques, c'est anxiogène, c'est également des solutions. Et à la fin, moi, je suis persuadé qu'à la fin du film, c'est les gentils qui gagnent. Alors, sur cette... J'ai juste un petit point. Au Hub Francia, on a produit un document sur les risques de l'IA qu'on a publié. Vous allez sur notre site Hub Francia, vous trouvez ça. Dans ce document-là, il y a un chapitre entier sur la cyber et il est constitué de la façon suivante. On demande à ChatGPT ou à Gemini, je ne sais plus lequel des deux, on lui pose des questions pour voir ce qu'il va produire. Si vous voulez apprendre à fabriquer du malware, à toutes ces choses-là, allez dans ce chapitre et vous verrez ça très bien écrit. Claire. Donc sur cette perspective, Michel, on a une stratégie nationale cyber donc qui est opérée par différents opérateurs, pilotée par Florent Kirchner, avec justement tous ces développements d'outils, de technologies critiques pour la cyber. On a un écosystème qui a explosé, parce qu'à l'époque, on avait 40 PME, start-up, donc il y a une dizaine d'années. Maintenant, on est à plus de 160 sur le dernier radar qu'on fait avec Wavestone, cité tout à l'heure par Véronique. Donc du coup, pour toi, Michel, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France... on soit à un niveau de rayonnement et qu'on existe. Voilà, Michel, oui, c'est toi cette question, parce que tu es sur le campus cyber. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous faudrait, qu'est-ce qui nous manque pour avoir le petit truc en plus et vraiment exister en nation qui compte sur la cyber? Peut-être déjà que le numérique soit reconnu à sa juste valeur et qu'on ne soit pas casé à la recherche quand on a à nommer une secrétaire d'État. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des choses importantes à faire sur ce sujet-là. Quand j'étais chez Orange, on avait vu que les jeunes entre 16 et 18 ans passent 76% de leur temps connectés au numérique. Voilà, c'est un vrai sujet. Alors je comprends qu'effectivement, pour nos ministres aujourd'hui qui arrivent avec leurs papiers et leurs dossiers papier en Conseil des ministres, ça les concerne moins, mais il faut vraiment qu'on se bouge parce qu'aujourd'hui, le numérique fait partie de la vie des jeunes. Et si on ne prend pas le sujet comme on doit le prendre alors que c'est un sujet qui est important pour eux, on va rater quelque chose. Effectivement, on nous a dit que le campus doit permettre de faire de la France une grande nation de la cybersécurité. Et c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de bosser, en prenant les exemples de sociétés qui fonctionnent, comme Israël, par exemple, aujourd'hui. Israël, aujourd'hui, c'est la deuxième nation en termes de cybersécurité, et beaucoup de grands acteurs aujourd'hui de la cybersécurité sont des acteurs israéliens. Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'Israël n'a pas de marché local. Donc très vite, les startups israéliennes sont obligées d'aller à l'international. Donc il faut aussi qu'on aide nos petites entreprises à aller à l'international et à pouvoir se faire connaître à l'international. Et parfois, c'est compliqué. On a envie de commencer par dire je vais déjà d'abord travailler sur le côté français parce que je suis une boîte française. Voire même, ce serait bien que l'État oblige les sociétés françaises à acheter les technologies françaises, etc. etc. Mais ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'aller très vite à l'international, de très très vite pouvoir le faire. Et je pense qu'on réfléchit à créer des campus extraterritoriaux pour dire justement plutôt qu'une petite entreprise aille tout seul attaquer le marché américain, on va créer une sorte de lieu totem aux États-Unis, à Singapour, etc. pour qu'on puisse y aller en meute à plusieurs pour se sentir un peu moins seul et attaquer le marché de façon un tout petit peu plus commune, on va dire, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, on le fera en formant des gens, en ayant des experts pour pouvoir justement alimenter aujourd'hui ces entreprises, parce que beaucoup d'entreprises sont freinées dans leur développement parce qu'ils n'arrivent pas à recruter de bons acteurs en cyberdéfense.
Merci Michel pour cette vision. Françoise, tu as déjà abordé des éléments un peu du futur de ces technologies de l'IA. En termes de perspective, est-ce que tu vois encore quelque chose qui n'aurait pas été abordé dans cette table ronde? Alors, d'abord, peut-être penser un petit peu sur le temps de l'innovation. On regarde aujourd'hui l'IA prédictive, donc, qui est déployée dans toutes les entreprises, enfin massivement dans les entreprises aujourd'hui. Nous, on le voit beaucoup dans les PME. C'est des technologies qui datent des années 90, donc 20 ans. L'IA générative qu'on a vu exploser en 2021, ça date d'un papier de 2010. Allez, 12 ans. Donc s'il devait y avoir des choses vraiment très significatives, aujourd'hui dans les cartons, on va dire que ça va arriver dans, 7 ans, 8 ans. Donc moi, ce que j'ai l'impression quand même qui va se passer, c'est qu'on va voir... Bon, l'intelligence artificielle se déployer partout, blablabla, on est tous d'accord là-dessus, bon, ok. Mais surtout, on va voir que à partir du moment où l'IA se déploie, elle doit, d'une façon ou d'une autre, s'incorporer avec d'autres technologies. Ici, on parle évidemment de cyber et IA. Dans d'autres cas, on parle de IA et système de santé. Donc, ça va être ça, la difficulté, ça va être que l'IA s'intègre dans tout un tas de systèmes applicatifs qui, pour aujourd'hui, tu disais, je ne sais plus comment on disait, les couloirs de nage, c'est exactement ça, les silos, comme on dit souvent dans les entreprises. Donc l'IA, pour l'instant, elle a fonctionné toute seule, dans le noir d'ailleurs, en général, avec des tas de gens qui lui tapaient sur la tête. Alors moi, il y a un sujet, on en parlait tout à l'heure, il y a un sujet qui me gêne énormément. On a dit pendant très longtemps, l'IA, c'est des maths, c'est pas des maths. On voit aujourd'hui un prix Nobel de physique qui dit, c'est la physique qui, blablabla. Non, c'est pas vrai. On dit ensuite qu'il y a un prix Nobel de chimie. Ah bah dis donc, l'IA, c'est de la chimie. Non, l'IA, c'est de l'informatique. Et le problème, ou du numérique, comme vous voulez, le mot informatique n'est jamais prononcé. Or, normalement, des gamins qui passent leur vie sur des outils informatiques, j'imagine qu'on devrait quand même assez facilement les motiver à faire de l'informatique pour toutes ces technologies-là qui vont exploser et continuer à se déployer. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que l'IA ne va pas s'arrêter. Donc logiquement, aujourd'hui, tout le monde devrait dire « je me forme à l'IA ». J'étais dans une table ronde récemment, on m'a demandé le mot de conclusion que je vais vous donner là, « lâchez tout, formez-vous ». Le sujet de l'éducation primordial pour anticiper demain. Et justement, demain, si on veut un numérique durable, désirable, je ne sais pas comment l'appeler, Véronique, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette initiative Cyber for Tomorrow qu'on copilote Campus et Numéum? Alors, ça tombe bien qu'on puisse en parler ici, parce que quand même, le thème de cette année de BIG, c'est le progrès. Et je crois qu'on peut compter sur le numérique pour s'inscrire dans une trajectoire de progrès, mais il faut qu'il soit responsable. Et dans la définition que nous donnons ensemble là, du progrès, il y a un numérique inclusif, un numérique soucieux de l'environnement, mais un numérique de confiance. Et l'initiative là qu'on a lancée ensemble, là, on en a parlé depuis le début de l'année, mais qui est sortie vraiment sur le web il y a quelques jours, qui est Cyber for Tomorrow. C'est une initiative qui fait justement, qui corrèle en fait le monde de la cybersécurité avec ces enjeux de numérique responsable. Donc il y a 3 grands piliers. Il y a un premier pilier qui s'appelle Cyber Sustainable, ou Sustainability peut-être, et qui adresse les sujets environnementaux. C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à innover sans se soucier en fait des enjeux environnementaux. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas pour la cybersécurité. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas non plus pour l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier qui est Cyber Citizenship, qui concerne là plutôt les sujets d'inclusion, faire en sorte finalement que la cybersécurité soit accessible à toutes et à tous. Et donc, faire en sorte qu'on donne les clés à tout citoyen, à toute entreprise, notamment les plus petites, de pouvoir accéder en fait à ces technologies et aux bons réflexes. Et puis le troisième, qui est cyber spécialiste, et là qui concerne plutôt les sujets aussi d'inclusion, de diversité. Tu en as parlé, je crois, sur le problème que nous avons, de compétences. On est un secteur qui n'est pas suffisamment attractif, c'est vrai. Quand tu parles à un jeune qui est en 3e et tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire, il cite pas du tout la cybersécurité, mais il cite pas non plus le numérique. C'est un problème. Et je rejoins Françoise et Michel de dire qu'aujourd'hui,
il y a une sorte de tabou autour du numérique. Clairement, le nouveau gouvernement n'a pas mis en lumière et à bon niveau le sujet du numérique, même si on adore Clara et que c'est quelqu'un de très compétent, c'est pas le sujet. Même si on pense que c'est bien de faire des passerelles avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est juste que c'est pas mis au bon niveau. Donc ça, sur les compétences, c'est important. Puis il y a le sujet de la féminisation quand même, il faut en parler. Il faut dire que dans le numérique au global, il n'y a que 17% de femmes dans les métiers techniques. Dans la cybersécurité, je pense que c'est moins de 10%. Bon, il y a un vrai travail à faire sur le sujet de la féminisation parce qu'on ne réglera pas le problème de compétences sans traiter le problème de la féminisation. Est-ce qu'on peut demander dans la salle les femmes de lever la main, juste pour voir? Ah oui, regardez. Il y en a pas mal quand même. Bravo. Donc très très bien. Juste, alors, parce que là, le temps est en train de filer. On arrive bientôt à la fin de l'heure. Si vous aviez une phrase de conclusion, peut-être Véronique, là, pour synthétiser cette table ronde, qu'est-ce qui est important pour vous de retenir ces notions de cybersécurité, d'IA, protection des données? Alors, moi, un mot là qui serait en conclusion, et pour pas redire ce qu'on s'est dit, c'est le jeu collectif. Je crois que si on veut réussir les challenges qui sont devant nous, c'est le jeu collectif. Et je pense que cette table ronde, elle témoigne bien du jeu collectif parce que nous travaillons ensemble, en dehors de cette table ronde, sur plein de sujets. On travaille ensemble sur l'IA, sur la cybersécurité, et on voit là qu'il faut sortir de notre couloir de nage. Okay. Donc jouer collectif et sortir de notre couloir de nage, chacun pour faire converger en fait les solutions. Merci. Voilà. Michel, un dernier mot? Moi, je dirais Secure by Design et un casque plutôt qu'un pansement. Très bien. Françoise? Effectivement, il faut se causer. Mais pour se causer, il faut se former. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est de former les gens de la cyber à l'IA, former les gens de l'IA à la cyber pour qu'ils puissent se causer. Guillaume, un mot de clôture sur la cyber? Ouais, je pense que je vais être cohérent avec mes trois camarades. Il faut être sérieux, il faut être responsable sur ces questions de sécurité, de protection des données. Mais il faut également être audacieux. Il faut y aller, il faut mettre les mains dedans. Il ne faut pas laisser d'autres le faire à notre place, parce que ça ne marchera pas. Parfait, merci. Et en tous les cas, on est là vraiment pour vous accompagner. Donc, on n'a pas cité cybermalveillance.gouv.fr, mais on refait un petit peu d'Artap. Si quand même ça a été cité, c'est vraiment très important et on essaiera de mettre sur le site là, les différents liens qui ont été cités dans la table ronde. Ne pas oublier toutes les offres de diagnostic qu'on a au sein de BPI dans les régions, les CIBIA, enfin voilà, il y a pléthore d'informations. Des fois, il y en a même trop sur les diags, mais voilà. La nouvelle action donc d'Ocapost avec le bouclier cyber qui est vraiment, c'est pareil, c'est un benchmark qui fait travailler des offres de solutions françaises parce que c'est peut-être pas ressorti suffisamment aujourd'hui, mais voilà, on a des vraies forces de cyber pour notre souveraineté. On arrive à faire des offres packagées pour les collectivités et les entreprises. Donc en tous les cas, merci à nos panélistes d'avoir accepté le jeu de ces échanges ensemble aujourd'hui. Et merci à tous de votre participation en physique, la salle était comble, et également aussi en ligne, comme c'est un événement qui était streamé. Merci beaucoup. À bientôt.